Sur un petit marché, en compagnie de Lucilla et sur son conseil, j'avais acheté de la littérature de Cordel. Des petits livrets verticaux de quelques pages, parmi lesquels un texte de Francisco Zeno, Os 50 años de muerte de l'Empire, illustré d'une gravure sur bois montrant la tête stylisée mais reconnaissable du héros, ainsi qu'une huile sur toile du couple de bandits légendaires, Lampiao et Maria Bonita, tous les deux le fusil à la main. Toujours sur la paille, à son retour du Brésil, sans même pouvoir faire le tour des oiseleurs, Sandrar signe à tout va des contrats pour toucher des avances, parmi lesquels ceux d'Equatoria et de Lampione. S'il laissera le premier titre en désuétude, que je reprendrai pour un titre africain. Il s'acharnera longtemps sur le second, écrit le 27 août 1938 à son éditeur « Ce matin, je me suis remis à Lampione, car cela urge. » Pas tant que ça. En 1953, il annoncera encore la parution prochaine de Lampione le Cangaceiro, sous-titré « Le démon de l'aventure ». Celle-ci, d'aventure, avait eu pour cadre le Sertão, le grand désert, Desertão, de ce nord-est et de plaines sèches, de vaches maigres et de rivières d'eau tiède, si le Mato Grosso et la grande brousse, terme paysagiste de savane et d'herbes coupantes, le terme de Sertão est davantage encore psychologique, évoque ces contrées sauvages, éloignées, ces terres maudites et semi-désertiques qu'on lit chez Euclides da Cunha dans Os Sertões, chez João Guimarães Rosa dans Grande Sertão Veredas, rocailles, arbres rabougris, peaux de vaches asséchées sur les clôtures. Depuis des siècles, des traînes savates et crèvent la faim ont échoué en ces lieux inhospitaliers, se sont mêlés aux Noirs et aux Indiens, sont devenus cabocles. Éloignés de la côte, de la miséricorde divine et de toute administration, oubliés, ces hommes avaient recréé une société clanique et machiste et cruelle. À la tête de l'élevage, le fazendeiro, le propriétaire, pour le seconder, le vaqueiro qui veille au cheptel. Celui-là est l'homme à la virilité prestigieuse, le castreur de taureaux que voudrait devenir tout gamin plutôt que morador, paysan sans terre ni droit, ouvrier agricole, propriété meuble de l'exploitation. Les familles sont rivales et luttent pour le pouvoir. L'un des patriarches est désigné ou se désigne à coups de carabine, colonel ou potentat local. Il rend la justice que conteste le cangaceiro, le bandit d'honneur, le redresseur de tort, le bras armé des vengeances, pour des histoires de vaches ou de femmes volées, de dettes non recouvrées. Les assassins du père, prétend le fils, dînaient à la table du colonel. C'est un bel adolescent, Virgulino Ferreira da Silva, maigre et large d'épaules. Sa peau sombre de sang mêlé d'Indien le désigne dans le lexique complexe des distinctions raciales alors en vigueur comme un Cap-Vert ou Caboclo Moreno. Il est grand, 1,80 m, élégant, les traits fins, longs cheveux noirs qui lui tombent sur les épaules. Il a perdu un œil sur une épine de Jurema, porte des lunettes rondes d'intellectuels qui vont concourir à la légende. Selon celle-ci, c'est sur la tombe de son père, le 5 juillet 1920, qu'il prend le nom de Lampiao, la lueur, la lanterne, qui va illuminer tout le Sertão de Pernambouc. Il jouit déjà d'une notoriété locale. Quelques années après avoir, avec plusieurs de ses frères, intégré le banditisme, le Cangaceiro et vengé l'assassinat de son père, lorsque l'armée fédérale qui combat la colonne Prestes enrôle des groupes de bandits pour constituer des soi-disant batalhões patrióticos. On arme ces milices, échange leurs vieilles pétoires contre des fusils modernes, des caisses de munitions. On offre à ces mercenaires réhabilitation et amnistie. Lampiao se voit promettre le grade de capitaine, parade en ville, à la tête de ses hommes, à Juazeiro. Il est acclamé par la population, reçu par les édiles. La colonne Prestes est repoussée vers le Minas Gerais. Ses supplétifs sont devenus encombrants. On les trompe, oublie les galons. Ils retournent dans la clandestinité. Mais Lampiao a pris goût à la lumière, à la ville, même si ce sont des bourgades. Au cinéma, il voit le fils du Tchèque. Au cours de sa brève vie publique, il est ébloui par le faste vestimentaire de Rudolph Valentino. Voilà son héros. Il veut devenir une vedette. Invente son image. Dessine ses tenues extravagantes. Sa troupe compte bientôt une centaine d'hommes et ils sont renouvelés. Afin d'entretenir le bruit qui court de leur invincibilité, les morts au combat sont toujours récupérés et on donne leur nom aux nouvelles recrues.
Lampione met en place l'intendance de l'approvisionnement, le vol des chevaux, la logistique, la stratégie des razzias. Pour la première fois, un groupe de cangaceiros admet les femmes et des couples se forment. Des enfants naissent. Lampiao établit les codes et l'étiquette de sa cour. Égalité entre les femmes et les hommes. Ils sont tous issus de cette société de l'élevage où les hommes, habitués des longues errances derrière les troupeaux, dans les herbages, savent puiser l'eau, faire le feu, cuisiner, coudre les vêtements, tanner les cuirs. Au hasard des clairières et des grottes secrètes, il trône au milieu de son peuple, longs cheveux lisses, lunettes à monture d'or et d'écailles de tortue, grand chapeau décoré de médailles pieuses et de pièces d'or, bagues, diamants sur son foulard, gilet brodé incrusté de pierreries, pendu à son cou de petits sacs emplis de prières, Horatiaos fortes. Il se substitue au prêtre et au roi, exerce les deux autorités temporelles et éternelles, ajoute au pillage l'artisanat de l'enlèvement avec rançon. Les folietos de la littérature de Cordel font du plus célèbre bandit brésilien un être quasi légendaire, à la fois ange et démon, bon et cruel, immoral et héroïque, homme d'honneur et de monstruosité. S'il n'en est pas l'inventeur, il perpétue la tradition de castration des vaincus, ancrée dans les mœurs de cette société d'éleveurs. La punition est appliquée selon la méthode des vaqueiros sur le bétail, suivie d'une désinfection de la plaie à la cendre de bois, au sel et au poivre. On loue sa vaillance et son ardeur au combat, redoute la sorcellerie qui le rend immortel malgré 7 blessures par balle. On dit que dans les villages mis à sac, il descend de cheval pour aller prier à l'église, que le nombre de ses victimes est gravé en lignes dorées sur la crosse de son arme, que celle-ci est nettoyée avec un flacon de parfum de Paris. En 1930, il rencontre Maria, la jolie Marie, Maria Bonita. Elle est rieuse et bonne gâchette, s'installe au premier cercle des lieutenants, eux-mêmes en couple, lesquels vivent dans un luxe de parvenus. Ils ont adopté comme leur chef ces grands chapeaux de brousse qu'ils portent les bords relevés en bicorne et qui leur font des allures de généraux napoléoniens. Pour Lampiao, les kilos d'or et de bijoux cachés au fond des grottes ne sont plus rien dans la lumière de la gloire qui l'aveugle. Il accepte la venue dans son repère d'un journaliste, d'un photographe. Plus tard, en 1936, le tournage d'un film documentaire. La firme Zeiss, qui soutient l'opération, lui offre des lunettes mieux adaptées à sa vue. Il est le premier bandit sous contrat publicitaire. Des images sautillantes montrent ces hommes comme des mômes mimant des attaques pour rire, déchevauchés dans des paysages secs de cactus et d'épineux et de broussailles. Et Maria, souriante, manie le pistolet pendant que Lampiao est assis devant une machine à coudre singère. Grâce au cinéma, sa renommée gagne tout le Brésil. On le prétend mort, et lui, il apparaît dans toutes les salles. Il est Rudolph Valentino. Il a séduit l'actrice principale. Ces deux-là donnèrent naissance à une petite fille. S'aimèrent avec passion, jusqu'à la mort. 1 an après le tournage du film, qui peut-être fut leur perte, en 1937, Getúlio Vargas, qui installe l'Estado Novo, destiné à imposer l'autorité fédérale sur l'ensemble du territoire brésilien, ne peut plus tolérer le cangaçao. Il veut en finir avec le couple magnifique qui le nargue. La horde est traquée. Depuis longtemps, leurs têtes sont mises à prix. 50 contos de reis, c'est ce qui doit être une jolie somme, mais surtout, c'est le trésor de Lampiao qui enflamme l'imagination, suscite les trahisons. Le 28 juillet 1938, une grotte est encerclée. Ils sont 11, hommes et femmes. C'est la grotte du premier cercle. On l'arrose de rafales. Les cangaceiros sont décapités par les soldats, mais ce ne sont pas vraiment des soldats. D'autres bougres de vachers, des certeurs, enrôlés de force. L'un d'eux se souviendra que son collègue Santo coupa la tête de Lampiao et ensuite me prêta le grand couteau afin que je coupe la tête de Maria Bonita, de Marcella et d'Alecrim. Puis nous avons soulevé sa jupe avec le canon du fusil pour voir sa culotte, qui était rouge. Ils volent des kilos d'or et de bijoux et des guerpis, ne laissent à l'armée fédérale que les têtes coupées. Ces trophées sont transportés à Piranhas, puis à Santa Ana de Ipanema, présentés à la presse et au public, posés sur les marches d'un escalier, après quoi immergés dans le formol. Cette agonie peut-être est leur triomphe.
La notoriété de l'Olympiao est internationale. Dès le 31 juillet, 3 jours plus tard, l'Institut Guillaume II de Berlin, chargé par Hitler des études phrénologiques sur les criminels, sollicite de Getúlio Vargas le transfert du crâne de Lampiao au nom de la collaboration scientifique entre le Brésil et l'Allemagne nazie. S'il avait extradé 2 ans plus tôt Olga Beñario, l'épouse de Luis Prestes, laquelle allait mourir gazée en 1942, Vargas entend conserver comme des reliques nationales les têtes coupées des cangaceiros. Momifiées à l'Institut Nina Rodriguez de Salvador de Bahia, elles seront offertes à la curiosité publique jusqu'en 1969. Malgré cette exposition macabre, et parce que tout de même, les caboches étaient restées longtemps au soleil avant leur traitement et paraissaient assez peu ressemblantes, on continuera d'attendre avec crainte ou espoir le retour de Lampiao. Nombre de poèmes, de chansons de Cordel, propagés dans les campagnes par les colporteurs, au milieu de leurs fourbis de mercerie et de vaisselle et de chapelets, nourriront la légende populaire. Le héros demeurera longtemps encore dans la littérature, peut-être parce qu'elle paraît infaisable du simple point de vue technique. Si d'aventure on souhaitait l'adapter au cinéma, une scène du roman de João Ubaldo Sargento Gartulho, paru en 1971, montre un sommet de la barbarie et de l'impossible choix auquel on aimerait si possible ne pas être un jour confronté. Après que les cangaceiros ont pillé la demeure d'un fazendeiro et allumé l'incendie, avant de s'enfuir, il place celui-ci debout devant son bureau, les couilles prises dans un tiroir, dont il jette la clé après l'avoir refermé, posant devant lui un couteau, laissant au cambriolé le choix de s'émasculer ou de mourir carbonisé. Confronté au choix terrible de la misère, mourir ici, ou aller mourir quand même, mais plus loin, pendant des dizaines d'années, bien avant et après la geste de Lampiao. Des hommes avaient fui ce Sertão aride et brutal pour tenter leur chance encore plus au nord, vers le grand fleuve. Sans avoir vu les lieux vers lesquels nous naviguions à présent, depuis longtemps, j'imaginais la malédiction amazonienne des seringueiros, des seringueurs éparpillés dans la forêt, où l'espérance de survie était faible, morts en chemin pour bon nombre et sur place pour beaucoup d'autres, la plupart du temps des hommes seuls, nourrissant le rêve de tous les émigrés d'un improbable retour, fortune faite. Après la folie de l'or puis du café, nous allions chercher celle du caoutchouc. Je ne vous montre pas le livre de Patrick Deville, puisque voilà, ça c'est mon compagnon de train, d'hôtel, de lecture, et là, de 15 jours de vacances, c'est avec ça que je m'endors, ça m'oblige à lire non connecté, et puis sur mon petit Kindle, donc j'ai téléchargé Amazonia. Il y a longtemps que je lis Patrick Deville, il a commencé à publier juste un peu après moi, chez Minuit. Est-ce qu'on est proche? Je sais pas. Je crois que c'est quelqu'un de très silencieux. Bon, on a beaucoup de copains communs, Michon, Rollin, Echnoz, tout ça, mais je pense qu'il y a une fraternité qui n'était pas... J'étais pas sur leur chemin et c'est pas grave. Par contre, Patrick, à un moment donné, a bifurqué. Je crois que c'est comme Volodine ou Marindia Uruo, c'est quelque part, à un moment donné, Minuit, c'est une forme. Ça convient à Echnoz, ça convient à Toussaint, qui est très proche aussi de Deville. Je ne sais même pas si c'est pas Jean-Philippe qui avait amené Patrick chez Minuit au départ, mais c'est dans Fiction, au Seuil, que c'est parti. Je pense que, est-ce qu'il est arrivé avec Bernard Comment? Est-ce qu'il avait commencé avec Denis Roche? Je n'ai pas regardé, puis c'est pas grave. Je crois qu'il a trouvé un espace où... cette espèce de projet qui est vraiment fantastique chez Deville, c'est-à-dire je prends la suite des méridiens et je fais un tour du monde à même latitude en mettant une enquête qui soit roman à chaque endroit de ce tour à même latitude de la Terre, quoi. Une vision planétaire, mais chaque fois avec ce trajet qui commence par ce rituel, c'est-à-dire c'est lui-même qui se rend sur le lieu qu'il va explorer pour que l'enquête devienne ce surgissement du roman. Simplement, Patrick il s'est trouvé coincé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites quand vous avez fait le tour de la Terre? Eh bien, il appelle ça abracadabra.
C'est une espèce de manière de rendre ça. Est-ce que c'est pour du dérisoire? J'aime pas le mot dérisoire, c'est pas ça. Ouais, mais côté tour de marionnette, quoi. Il continue, mais vous voyez, là, il parle que le prochain, ce sera en Afrique. Et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il amène en Amazonie? Alors, qu'est-ce qui est fascinant? Alors, c'est une suite de chapitres, vous voyez, pas plus long que ceci. Encore celui-ci, je pense que c'est un des plus longs. C'est à la fois l'enquête dans le temps. Par exemple, il y a Montaigne qui croise les premiers Brésiliens ramenés par les premiers colons français à titre de curiosité. Et puis ensuite, les expéditions du XVIIe siècle. Et puis le développement même de comment le Brésil inaugure sa culture. Et puis en quoi l'Amazonie est en elle-même une sorte de mythe fantastique qui nous concerne tous, à partir de l'eau, l'origine, de l'infinie ramification. Il parle beaucoup de ce texte que Jules Verne a écrit qui s'appelle La Jangada, que moi aussi j'ai lu des tas de fois. Il y a l'Orénoque aussi, mais cette Jangada de Jules Verne, cette espèce de cabane flottant sur un radeau, et puis tout ce qui se trame autour d'elle. Bien, moi aussi, ça fait partie de mon paysage humain. Mon Amazonie passe par la Jangada de Jules Verne, qui lui s'est bien gardé d'y aller, puisqu'il écrivait depuis sa cabine de bateau à quai à Nantes. Puis à Sandrard, Blaise Sandrard. Alors, est-ce que j'ai le même Blaise Sandrard que Patrick? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un Blaise Sandrard et puis une figure unificatrice? Ou est-ce que chacun s'invente le sien pour aller chercher sa propre aventure? Je crois que c'est pas forcément la peine. Je crois que Patrick cherche Sandrard dans cette figure de l'écrivain que revendiquait Blaise Sandrard, qui organise son travail. Moi, je le cherche plus peut-être dans ses textes premier texte sur le cinéma, dans l'architecture arbitraire de Bourlinguet. C'est-à-dire quelque part où c'est en faisant éclater cette question même de la légitimité à écrire sur un objet qui vous est extérieur, que par cette cassure, on inaugure, paradoxalement, l'écriture. Mais en tout cas, donc le Sandrard de Patrick Deville, c'est celui qui fait tous ces voyages au Brésil successivement, dès le début des années 30, avec tous ces projets où c'est pas la littérature qui lui importe, c'est de gagner des sous. Et c'est ce que Sandrard transporte dans, évidemment, un roman plus emblématique sur cette question-là, qui est Moravagine. Moi, j'aime mieux le Sandrard, vous savez, dans le lotissement du ciel, il y a ce dernier voyage au Brésil, qui est de la même ADN que ce texte de Amazonia de Patrick Deville. C'est juste ce type, alors vous savez qu'il lui manquait le bras droit, donc il conduit de la main gauche, et je pense qu'il avait une prothèse sur son levier de vitesse, et il y a une Alfa Romeo, et les projets sont finis, c'est fini les conquêtes de fortune coloniale, c'est simplement s'enfoncer avec cette voiture dans l'immense sauvagerie du Brésil, et puis tomber sur une espèce de type qui vit solitaire comme ça dans la montagne. Et il y a ça aussi chez Patrick Deville, à un moment, bizarrement un Japonais qui vit seul, en pleine jungle. Donc cette recherche des figures littéraires, ce qui fait que le livre commence à empiler ses nappes comme ça. Alors est-ce que ça suffit? C'est-à-dire l'écrivain voyageur? Non. Et c'est là où je pense que ce livre de Patrick Deville est une espèce de marque verticale, pesante dans son propre itinéraire. L'homme a 60 ans. Il a un fils de 30 ans, dont j'ai découvert l'existence par le livre, mais j'ai vérifié, il est sur Facebook. Est-ce que le fils écrit? Non. Par contre, les deux tiennent des carnets. Patrick, sur les siens, prend des notes sur ce qu'il voit, à sa façon, les animaux, les gens, ces petits livrets. Alors évidemment, je prononce comme un plouc, j'ai aucune formation ni au portugais du Portugal, et encore moins à la langue portugaise de l'autre monde. Et je m'excuse probablement d'avoir massacré tous les mots qui sont aussi comme une espèce de... On
parle de l'Amazonie. Donc c'est une surface miroitante. On n'a pas besoin de la comprendre, cette surface miroitante. On n'a pas à comprendre les reflets à la surface du fleuve, mais c'est cette surface miroitante de l'autre langue qui permet à Patrick de passer d'une histoire à l'autre, d'une temporalité à l'autre, qui fait que chaque chapitre va s'organiser sur une logique. Est-ce que vous êtes capable, vous, de savoir à quel moment le caoutchouc a été transplanté en Malaisie? Tiens, son copain Ishnoz, vous savez, l'équipée malaise. Et puis à quel moment c'est revenu au Brésil? Et puis à quel moment les Michelin ont inventé le caoutchouc synthétique? Et puis qu'est-ce qui en découle pour l'économie, mais aussi pour la politique, pour la conquête des territoires? Et quels enjeux aussi immédiats pour aujourd'hui, avec ce fasciste à la tête du Brésil, et puis l'Amazonie mise en coupe avec tous les gens qui y vivent. Vous voyez, tout ça, c'est proche, c'est lourd. Ben, Deville, il fait l'économie de rien. C'est-à-dire, ce type qui se présente à toutes ces photos en bel écrivain romantique, les traits burinés par une vie à regarder les horizons de voyageurs, eh ben, mine de rien, il va au mastic. Et quand il faut se choper Michelin, l'économie et la politique, eh ben, bam, et c'est condensé là, en 4 pages, 5 pages, et c'est condensé chaque fois, vie minuscule de Pierre Michon. C'est pas forcément des vies minuscules, mais c'est précisément le rouage biographique qui incarne cette dynamique-là. Et il y a des guerres, il y a du pouvoir, il y a des amours, etc. Simplement, est-ce que du coup on tombe dans la fiction documentaire? Alors, Deville, là encore, il est très fort. C'est-à-dire ce gars qui a vraiment défendu avec au seuil, avec ce tout autour du monde, la nature romanesque d'un travail. C'est-à-dire, même quand il part sur les traces d'Alexandre Yersin en Asie, vous savez, ce type qui découvre le vaccin contre la rage. Ben, l'instance est romanesque. Quand il va au Cambodge, sur le lieu d'un procès de Pol Pot. Je ne sais plus comment ça s'appelait ce livre, ici, avec Cambodge dans le titre ou pas. Rançon de l'impro, je dis beaucoup de bêtises, après on m'envoie des mails, des commentaires, mais c'est un beau travail sur soi-même, vous savez, improviser comme ça. Donc, le livre Cambodge de Patrick Deville, eh ben, ouais, c'est l'homme assis à une terrasse au bord du fleuve, et puis quelle démarche on fait pour aller trouver le lieu où il y a ces archives. C'est pas le document qui emporte, c'est la nature romanesque de sans cesse penser le possible, à quoi on se confronte dans l'imaginaire et comment le réel, vous le fabriquez, vous le figurez pour tenir ces deux instances. Et bien là, Patrick, il avance autre chose. Il dit, en finissant cette boucle, maintenant, je suis dans une boucle qui n'a plus besoin du roman. Par contre, le roman est partout dans l'épaisseur de ses chapitres et de ses personnages. Et la notion d'expérience. Alors c'est là-dessus que je vais arrêter de finir, hein, parce que sinon, ça devient un peu la folie, mon truc, là, puis je ne tiendrai pas en énergie. Mais donc, un homme de 60 ans fait un voyage avec son fils de 30 ans. Et quand ils arrivent dans ces bleds perdus, Manaus, ou quand ils sont simplement dans ces barcasses ou ces bateaux qui remontent petit à petit l'Amazonie, le voyage en sens contraire de celui de Henri Michaud qui part d'Équateur. J'ai pas tout à fait fini le bouquin. Peut-être que Michaud arrive à la fin, mais enfin, en tout cas, je crois que la figure de Sandra est trop déterminante là. Ben, le fils va faire ses croquis et ses photos, et puis lui, le père, reste avec son verre de vin blanc et travaille les notes, les mots, les gens. Et puis donc cette relation du père et du fils, l'espèce de... j'allais dire ce côté funambule, mais ce côté où Patrick Deville, je vous dis, on n'est pas dans une relation amicale à plaisanter ensemble. Je le regrette parce qu'on a toujours eu très bons et des rapports très respectueux. Eh bien, toutes ces histoires qui vous racontent, il y a toujours un père et un fils, un père et une fille. Et elles sont toujours sous... c'est-à-dire que cette idée du père et du fils, vous savez, vous n'êtes pas le genre à déballer sa vie. Mais dans toutes ces histoires qui se multiplient, à mesure qu'on remonte ce corps vivant de l'Amazonie,
c'est toujours une histoire d'un père et d'un fils. Rien que ça, c'est un labyrinthe, ce livre. Mais un labyrinthe qui est un trésor. Ah, petit codicile post-scriptum en même temps et publié au Seuil. Alors, c'est un livre d'un tout petit format. Celui-ci aussi, je l'ai dans mon Kindle. Accueil. S'il veut bien arriver. Mode d'emploi du Panasonic GH5. Ça s'appelle L'étrange fraternité des lecteurs solitaires. Début. Étrange fraternité des lecteurs solitaires. Et évidemment, ce truc-là, moi je l'ai téléchargé. Paf, one click. Le premier texte est sur Pierre Michon. De quoi il s'agit? C'est simplement, je crois qu'il y a 2 ans, c'est cette revue Lerne qui a été légendaire autrefois. Moi je dois voir Lerne sur Céline, Lerne sur Michaud, etc. Bon, maintenant c'est perdu un petit peu ça. Mais donc il reprend là en volume donc ce texte publié sur Pierre Michon. Ensuite, c'est une espèce de compile. Alors, il y a un très beau texte aussi sur un gars dans son coin. Il habite à proximité de Saint-Nazaire, qui est viticulteur, un vieux bonhomme comme ça. Et donc, il y a 7 ou 8 textes. C'est des solitaires, ouais, d'accord. Là, par contre, moi, c'est peut-être ça qui m'interroge sur le fond de la démarche d'Amazonia aussi. C'est-à-dire, Patrick a organisé sa vie pour la vivre en écrivain, y compris dans sa vie sociale. C'est-à-dire, vous savez qu'il a, je ne sais plus s'il l'a fondé ou s'il en est devenu le directeur, mais il y a déjà un sacré moment d'année, mais c'est lui qui aura incarné le développement. Ça s'appelle, il y a le port de Saint-Nazaire, il y a un immeuble qui est probablement classé, et puis au tout dernier étage, il y a un appartement avec une résidence d'écrivain. D'un côté, vous voyez la mer, de l'autre côté, le port, la vieille base sous-marine. Et le port de Saint-Nazaire est très présent, aussi bien dans Amazonia que dans les lecteurs solitaires. Et Patrick a fait ça, donc ça s'appelle Meet, en anglais rencontre, Maison des écrivains et traducteurs, Maison des écrivains et traducteurs, avec tous les ans un moment de rencontre dans la base sous-marine de Saint-Nazaire. Je suis allé une fois et il m'a fait le cadeau formidable de lire en compagnie de Vassili Golovanov, la traduction chez Verdier de son éloge des voyages insensés. Vous savez, c'est sur cette île ronde, là, tout au nord du cercle polaire. Donc, quand Patrick quitte son vêtement d'animateur, constructeur de la Maison des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire, il part en voyage, mais il part en voyage comme ont voyagé de tout temps les écrivains. C'est-à-dire il y a cette posture au monde qui dit je suis auteur, mais c'est pas auteur, c'est écrivain. Et ça, moi je crois que je suis toujours dans une espèce de deuil non résolu de ce truc-là, c'est-à-dire que si vous prenez comme écrivain, vous en prenez trop dans les dents parce que ça peut marcher, parce que Patrick a ce blindage qu'il a fabriqué autour de lui avec une structure, plein respect de tout le monde, et si on touchait à cette structure, croyez qu'on se mobiliserait. Mais ça, moi, je ne suis pas capable de ça. Et ça, c'est ce qui m'interroge énormément dans Amazonia. Par exemple, ce petit livre-là, où il rassemble ce qu'il a publié à droite à gauche, on a tous des trucs publiés à droite à gauche. Bon, bravo à Bernard Comment d'avoir dit, tiens, et si on accompagnait Amazonia? Parce que Bernard, c'est un éditeur. Et il sent quelque chose aussi qui m'a toujours fasciné chez Bernard Comment, parce que je dirais que les éditeurs que j'ai connus, Lindon, Bobby Écheverdier, même Olivier Bétourné, POL, Denis Roche, que j'ai connu aussi autrefois et à qui a succédé Bernard, c'était des aînés. Et Bernard, c'est un copain plus jeune que moi. Donc tout d'un coup, je mesure ce à quoi je n'ai pas accès dans cette question même de l'édition. Et quand on a fait cette petite collection au Seuil, je crois que c'était il y a une dizaine d'années maintenant, finalement c'est ça, la leçon principale que j'ai pris. Donc Bernard, c'est toujours quelqu'un qui a
accueilli aussi la démarche de Denis Roche de publier dans Fiction des objets singuliers. Et ce texte de Patrick Deville, L'étrange fraternité des lecteurs solitaires, est une de ces singularités. On n'est pas dans l'histoire de commerce là. Mais à un moment donné, je me serais dit, mais ces trucs-là qui sont publiés en revue ou dans des trucs inaccessibles, pourquoi tu les mets pas directement en ligne? À quel moment quitter le vêtement de l'écrivain, c'est dire la lecture, elle est là, le champ politique de la lecture, il est là. Eh ben, on fournit le matériau et on fait en sorte que ce matériau mène vers Amazonia. En gros, exactement le travail que je fais dans l'instant et que je considère comme étant mon travail aussi d'écrivain. C'est peut-être ça qui nous sépare des grandes figures comme Jean Rollin aussi, qui est proche de Patrick. C'est-à-dire en quoi ce vêtement qu'on se prend d'être l'écrivain, à la fois ça vous protège et ça vous amène à ce risque de porter, je pense précisément ce qui nous rassemble, que Patrick assène dans L'étrange fraternité des lecteurs solitaires, ceux qui mettent la littérature plus haut que tout. Puis les autres, on s'en fout. Et je crois qu'on est des deux côtés d'une frontière et que moi je suis très heureux aussi d'assumer la mienne. C'est-à-dire cette instance de parole où je peux dire à Patrick, hey mec, on n'a jamais été super potes, même si on a toujours eu cette confiance et ce respect. Mais chapeau pour ton taf, mec. Chapeau. Et Amazonia, si vous avez lu, non pas tout de Ville, mais un par-ci par-là, grande porte pour rentrer